Population vers la destinée meilleure. Nous, militaires, nous sommes les seuls corps organisés. Nous prenons le pouvoir. Ça n'a pas non plus marché. C'est ainsi qu'on a connu une série de conférences nationales pour procéder à la relecture de l'histoire de l'Afrique noire. Là, il y a eu des serments, on a même tracé des limites, on s'est dit plus jamais des militaires au pouvoir, mais il ne faudrait pas non plus que ceux qui sont s'éternisent. On a mis en place plusieurs limitations. On a mis même des causes intangibles dans les constitutions, en croyant que c'était, comment dirais-je, des garanties suffisantes pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Les idées avec ceux qui voient la même chose que vous, et l'on avance. Mais tant qu'on reste dans les villages, on s'entoure de ses frères, on s'entoure de ses amis, on croit que c'est la plus grande protection, et ainsi on oublie qu'il y a des limites. On essaye de franchir ces limites-là parce que l'entourage vous dit rien n'arrivera. Nous sommes là pour vous protéger. Ce qui n'est pas vrai du tout. Donc les mauvais collaborateurs. Quand vous parlez de l'entourage, ça est plus pragmatique. Donc les collaborateurs. Non, mais vous sentez toute une pression du village qui vous empêche d'entrer dans la cité. Mais le président, ce n'est pas un président régional, moins encore très vide. C'est le président. Lorsque je parle des villages, je peux vous donner l'exemple. Fait Maréchal Mobutu, paix à son âme, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il a fait des Badolités une très grande ville, aujourd'hui qui n'est plus ville, parce que les normes n'étaient pas réunies. Quand vous prenez aujourd'hui le président Paul Biya par exemple, je ne vais pas citer tant d'autres, l'État doit se faire désirer des populations. Il faudrait que nos populations sentent le besoin de voir l'État qui est représenté par son administration être là. Et ça veut dire l'État doit pouvoir présenter la sécurité pour que la population puisse désirer l'État. C'est ça l'idée que je suis en train de défendre et c'est ça l'idée qu'il a pu ressortir que pour Bochab, l'État doit se faire désirer. Ceci signifie simplement que les autorités politiques doivent prendre un comportement tel que notre population, tel que la population puisse être la première à défendre la présence de l'État. Or, aujourd'hui, je l'ai dit, lorsque dans un village reculé, que vous alliez à Faradje, à Bomongo, Kambov, où vous êtes chez moi à Mweka, lorsque le chef du village apprend que les policiers sont arrivés, il se sent en insécurité parce que les petites chèvres, les poules, et tout ça va partir. Ça vous fait quoi quand d'autres professeurs vous critiquent, mais seulement en parole, et n'arrivent pas à vous rencontrer sur base des écrits? Ils sont faibles, c'est des peureux, ou soit ils aiment plus les sensationnels? Je ne pourrais pas qualifier mes collègues, car le débat scientifique, on ne le fait pas devant une chaîne de télévision. Nous avons notre propre déontologie, nous avons nos règles. Si l'on n'est pas d'accord avec un collègue, à partir du moment où il a écrit un livre, on écrit un autre qui contredit point sur point ce qu'il a écrit et pouvoir démontrer les faiblesses de ses affirmations. Et donc, je m'interdis ici de pouvoir parler d'un quelconque collègue parce que je dois respecter la déontologie qui me régit. Un débat scientifique, ce n'est pas devant la télévision. Même si de temps en temps, devant les chaînes de télévision, il y a des émissions de vulgarisation, mais je ne peux pas me permettre de venir dire ici que ceux qui me critiquent, c'est leur droit. Est-ce qu'ils ont déjà écrit un livre
Vous avez aussi acheté pour lire... Mais c'est vous qui me posez la question de Parce qu'il semble non, il semble non jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais écrit, ils sont non. Moi, je ne m'engage pas dans ce débat-là. Je ne m'engage pas là-dessus. Si vous savez qu'ils ont écrit ou qu'ils n'ont pas écrit, cela ne vous engage que vous. Et moi, je ne voudrais pas répondre. Qu'est-ce qui fait que le président africain viole toujours nos constitutions? C'est quoi le mobile? C'est quoi la motivation? Il y a plusieurs causes. Les Africains ne sont pas totalement sortis de la cité. Plutôt du village pour entrer à la cité. Vous voulez dire parce que c'est plus clair avec le Congolais Landa. Très clair. À partir du moment où on entre dans la cité, on partage les idées avec ceux qui voient la même chose que vous. Et on avance. Mais tant qu'on reste dans les villages, on s'entoure de ses frères, on s'entoure de ses amis, on croit que c'est la plus grande protection, et ainsi on oublie qu'il y a des limites. On essaye de franchir ces limites-là parce que l'entourage vous dit rien n'arrivera. Nous sommes là pour vous protéger, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc les mauvais collaborateurs. Quand vous parlez de l'entourage, ça est plus pragmatique, donc les collaborateurs. Non, mais vous sentez toute une pression du village qui vous empêche d'entrer dans la cité. Mais le président, ce n'est pas un président régional, moi encore très vite. C'est le président. Lorsque je parle des villages, je peux vous donner l'exemple. Fait Maréchal Mobutu, paix à son âme, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il a fait des Badolité une très grande ville, aujourd'hui qui n'est plus ville, parce que les normes n'étaient pas réunies. Quand vous prenez aujourd'hui le président Paul Biya par exemple, je ne vais pas citer tant d'autres, et chacun construit sa propre ville dans son propre village. Et ceci, et s'entoure des siens, et ceci n'arrange pas les autres, qui se disent, bon, puisqu'on nous rejette, nous devons nous assumer, nous aussi. C'est ce qui explique la plupart des rébellions dans les États africains. La République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche, mais avec un capital humain un peu contesté. La RDC, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après, on peut également regretter que l'élite congolaise n'a pas pu relever les défis. Aujourd'hui, vous étiez très nombreux à réagir pour que nous puissions chercher l'âme qui peut également répondre aux questions très questionnantes de l'opinion. Aujourd'hui, il est avec nous ici sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Sur ce plateau, je suis avec le professeur Évariste Bouchab. Il est professeur de droit constitutionnel public interne. Il a plusieurs casquettes, mais je ne vais pas prendre les risques de le présenter en détail parce que lui-même va nous aider. Il est ici avec nous. Professeur Évariste Bouchab, soyez le bienvenu. Merci. Je précise que vous êtes aussi autorité morale de AAC, donc Alliance pour les actions citoyennes. Vous confirmez? Je le confirme. Alors, professeur Évariste Bouchab, vous étiez directeur de cabinet de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Vous étiez également président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous êtes sénateur et aussi membre de l'Union sacrée. Est-ce que vous vous sentez à l'aise de votre parcours politique? Bien sûr. On ne peut pas dire qu'on ne se sent pas à l'aise. On est vivant. Quiconque ne se sentirait pas à l'aise devrait, en principe, se suicider. Je ne me suis pas suicidé, je suis encore vivant. Mais lorsqu'on examine, si nous revenons
fondamentaux, comme vous l'avez dit le départ, un pays potentiellement riche, avec des cadres, et lorsque l'on voit la situation de la population, il n'y a pas de comparaison possible parce que c'est une sorte de paupérisation très avancée. Que faut-il dire? Est-ce qu'on peut être à l'aise? Je dis non. On ne peut pas être à l'aise parce que l'élite congolaise a manqué à plusieurs rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est l'indépendance. Mais il faut dire que cette indépendance a été piégée. Les colonisateurs ont estimé qu'ils tireraient plus de profit en déclarant le Congo indépendant. Ben, c'était une indépendance formelle. En réalité, ils tiraient toutes les ficelles pour continuer à jouer de recherche de ces pays. Vous allez me dire, et pourquoi les fils du pays n'ont pas réagi? Je dis qu'il y a plusieurs étapes dans la vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un tournant très important de l'histoire où l'Afrique, particulièrement l'Afrique noire, veut particulièrement se libérer des soi-disant liens ombilicaux et s'assumer, prendre véritablement en charge sa propre destinée. Je dis rendez-vous manqué, le premier rendez-vous manqué, c'était à l'indépendance, des querelles futiles qui étaient entretenues par la métropole. Le deuxième rendez-vous manqué, ce fut la conférence nationale où les fils et les filles de ces pays ont fait la relecture de l'histoire de leur pays pour dire plus jamais ça. Troisième rendez-vous manqué, c'était Sun City. On se retrouvait alors que le pays était embrasé. On s'est dit, trop ça n'est trop. Il faut maintenant qu'on s'occupe de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est faire en sorte que notre peuple puisse vivre à l'aise. Mais j'étais en train de parler aussi de la paix westphalienne qui a été faite, l'ordre international westphalien qui a été fait sans nous. Cet ordre aujourd'hui est en train de changer parce que l'Afrique n'accepte plus qu'on lui oppose, comment dirais-je, des normes construites contre elle-même, particulièrement l'Afrique noire. Je ne voudrais pas dire ici, ou je ne voudrais pas qu'on me fasse dire que j'encourage les bruits de bottes. Non. Les bruits de bottes signifient le ras-le-bol. Mais un régime militaire, on sait toujours quand il commence, mais on ne sait pas quand il finit. Quand même il donnerait des délais, nous avons vécu ça dans plusieurs pays. Les militaires, ils prennent le pouvoir, on peut les applaudir, mais à la longue, ils troquent l'air treillis contre les amis civils, et là, on ne sait plus où il nous amène. Professeur Évariste Bouchard, parce que vous êtes parmi des têtes pensantes de l'Afrique, du monde, parce que vous avez tellement écrit, parce que vous avez soulevé la question de ce qui se passe en Afrique, voulais-je dire. Machiavel avait dit, quel que soit le moyen, il suffit que l'objectif soit atteint. Et ce qui se fait en Afrique, ce n'est pas parce que le président africain charcute l'ordre constitutionnel, le peuple s'allie avec les soldats, et c'est logique parce que ces soldats qui prennent le pouvoir, ils ont la légitimité de la population. Je dis ceci, il y a eu 3 époques, si on veut parler du constitutionnalisme. La première époque, ce sont d'abord les cadres qui ont eu l'indépendance, qui ont copié les constitutions occidentales, tout en oubliant que la constitution, c'est aussi un esprit, ce n'est pas seulement les écrits. Ok. On a pris ces constitutions-là, on met le parlementarisme partout, mais ça n'a pas tenu. La deuxième époque, c'est celle des militaires qui se disent, voilà, les civils sont indisciplinés, ils n'ont pas pu conduire nos populations vers la destinée meilleure. Nous, militaires, nous sommes les seuls corps organisés, nous prenons le pouvoir. Ça n'a pas non plus marché. C'est ainsi qu'on a connu une série de conférences nationales pour procéder à la relecture de l'histoire de l'Afrique noire. Là, il y a eu des serments, on a même tracé des limites, on s'est dit,
plus jamais des militaires au pouvoir, mais il ne faudrait pas non plus que ceux qui sont s'éternisent. On a mis en place plusieurs limitations. On a mis même des causes intangibles dans les constitutions, en croyant que c'était, comment dirais-je, des garanties suffisantes pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Fort malheureusement, nous sommes en train de constater aussi le chèque de cette troisième période du constitutionnalisme africain. Les militaires renouent avec leurs amours du passé et on entend les bruits de bottes partout. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que pour moi, ce n'est pas nécessairement la voie du salut, parce que c'est du déjà connu, c'est du déjà vu. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. On a vu les militaires dire, voilà, ben, nous sommes là pour sauver la population civile, mais ils se sont éternisés au pouvoir et on n'a pas vu venir ce qu'ils avaient promis. Pour l'instant, faudrait-il dire que ceux qui prennent le pouvoir, particulièrement dans l'Afrique de l'Ouest, sont beaucoup plus jeunes et qu'ils porteraient un idéal. Non, ben, on ne voudrait pas les juger sur ce qu'ils n'ont pas encore fait, mais je suis en train de voir que les échéances données pour aller aux élections, ces échéances sont en train d'être mises indéfiniment. Et c'est ce qui me fait tiquer. Alors, au professeur Bouchab, le système démocratique utilisé en Afrique, est adaptable à nous les Africains? L'idée de démocratie, qui signifie qu'il faudrait impliquer la population dans la gestion de la cité, cette idée n'est pas exclusive à certains continents ou à une certaine civilisation. Cette idée, elle est partagée partout parce que l'homme veut se sentir à l'aise partout. Mais simplement, la démocratie, telle qu'elle est pratiquée en Europe occidentale, ne devrait pas être la copie certifiée conforme qui devait s'appliquer en Afrique, pour la simple raison que nous n'avons pas le même parcours historique, nous n'avons pas le même niveau de développement technologique et nous sommes en train encore de demander qu'on nous reconnaisse comme peuple, qu'on nous reconnaisse comme gens, parce que lorsque l'on voit, même dans les organisations internationales, aujourd'hui, à l'ONU, vous avez des membres permanents qui peuvent tout se permettre. À partir du moment où un membre permanent oppose son veto, la décision ne peut pas s'appliquer. On voit toujours l'application des 2 poids, 2 mesures. Si je parle de l'Ukraine aujourd'hui, vous avez vu que l'aide militaire est venue de partout. Parce que l'Ukraine a été agressée. Ce pays est agressé depuis 20 ans. Pourquoi les gens ne se mobilisent pas? Il y a l'injustice. Hein. Pourquoi? Mais justement. Mais je me rappelle, à l'époque, le Congolais parlait de la souveraineté. Voilà pourquoi nous disons que l'Afrique doit pouvoir avoir également un membre permanent. Ok. Ouais. Les dire oui, mais avec quelle force? Parce que même l'Union africaine est sous-traitée par la communauté internationale. Je vais dire ceci. CEDEAO aujourd'hui, vous en connaissez quelque chose? Nous avons eu des grands penseurs. Et nous les avons encore, puisque Théophile Obenga est encore vivant, que Cheikh Anta Diop. Pourrait la survie de l'Afrique et dans l'unité de l'Afrique. Si nous nous réunissons comme force, on ne pourra plus s'imposer à nous. Par contre, nous imposerons notre point de vue. Quand vous parlez de vous, l'Afrique est sous les jougs des Occidentaux. Vous parlez de vous, Congo-Brazza, ou bien comment la preuve année, en Afrique, il y a également 2 pays qui consomment le franc CFA, même sur le plan économique, on n'est pas indépendant. Parlez de vous, cette audacité, mais vous n'avez pas de moyens d'affronter. L'Afrique est en train de dire non. L'Afrique est en train de dire non. On voit aujourd'hui au Nigeria, en Afrique du Sud, bref, dans l'Afrique anglophone, même si je n'aime pas parler de l'Afrique anglophone, francophone, lusophone, parce que
nous sommes les esclaves des personnes. On ne doit pas nous définir en fonction des langues étrangères. On doit pouvoir définir l'Afrique en fonction de ses préoccupations. Mais demain, certainement, comme on est en train de faire la promotion des langues africaines aujourd'hui, on ne va plus définir les Africains en fonction du français, du portugais, de l'espagnol ou de l'anglais. Mais je dis que l'Afrique qui avait été occupée par les Anglais a quand même fait des progrès dans le sens de s'assumer. Et maintenant, ce mouvement, il est irréversible. Je dis bien que c'est un tournant, un très grand tournant de l'histoire de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. De l'Afrique est née la civilisation. Tout l'acquis de l'Afrique est allé ailleurs, particulièrement en Occident. Nous avons la conviction maintenant que tout va retourner en Afrique. Alors, professeur Bouchab, je précise que vous êtes constitutionnaliste. Vous avez participé dans plusieurs rédactions des documents importants de la République démocratique du Congo. Mais une question de curiosité, qu'est-ce qui fait que le président africain viole toujours nos constitutions? C'est quoi le mobile? C'est quoi la motivation? Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes. Les Africains ne sont pas totalement sortis de la cité, plutôt du village pour entrer à la cité. Vous voulez dire parce que c'est plus clair, hein, avec le colonel Landa. Très clair. À partir du moment où on entre dans la cité, on partage les idées avec ceux qui voient la même chose que vous. Et on avance. Mais tant qu'on reste dans les villages, on s'entoure de ses frères, on s'entoure de ses amis, on croit que c'est la plus grande protection, et ainsi on oublie qu'il y a des limites. On essaye de franchir ces limites-là, parce que l'entourage vous dit rien n'arrivera. Nous sommes là pour vous protéger, ce qui n'est pas vrai du tout. Dans les mauvais collaborateurs. Quand vous parlez de l'entourage, ça est plus pragmatique, dans les collaborateurs. Non, mais vous sentez toute une pression du village qui vous empêche d'entrer dans la cité. Mais le président, ce n'est pas un président régional, moins encore très vide. C'est le président de la Lorsque République. je parle des villages, je peux vous donner l'exemple. Fait maréchal Mobutu, paix à son âme, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il a fait des Badolités une très grande ville, aujourd'hui qui n'est plus ville, parce que les normes n'étaient pas réunies. Quand vous prenez aujourd'hui le président Paul Biya par exemple, je ne vais pas citer tant d'autres, et chacun construit sa propre ville dans son propre village. Et ceci, et s'entoure des siens, et ceci n'arrange pas les autres, qui se disent, bon, puisqu'on nous rejette, nous devons nous assumer, nous aussi. C'est ce qui explique la plupart des rébellions dans les États africains. Le refus d'entrer dans la cité. Dans les mécontents créent des rébellions pour imposer la force. Alors, ce n'est pas parce que ceux qui accèdent au pouvoir en Afrique, nous parlons de l'Afrique en général, ils accèdent par les accords. Des compromis comme le président français l'avait dit ici, compromis. Non, d'abord, tout pouvoir est un compromis. Parce que vous ne pouvez pas prendre tous les pouvoirs pour vous-même. Le pouvoir, quoi qu'un, il est toujours reparti. Il y a l'exécutif, il y a le législatif, il y a le judiciaire. Et donc, tout pouvoir est un compromis. Et quand vous dites on accède au pouvoir par compromis, le fait même d'organiser les élections, mais c'est un compromis pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour que chacun ne puisse pas se proclamer chef là où il est. Compromis légal, c'est un compromis. Oui. Compromis légal, le compromis qui respecte les lois de la République, oui, mais pas un groupe d'amis qui font les choses à leur manière. Hein. Aujourd'hui, les histoires La distinction que vous faites entre
un compromis légal et un compromis illégal, moi je ne la comprends pas. À partir du moment où, tout compromis il est légal à partir du moment où vous sortez de valeur même d'un compromis, c'est la compromission. Et quand vous vous compromettez, ben, vous êtes justiciable devant votre juge naturel. Professeur Bouchard, je vous en prie. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités africaines respectent leur population? Parce que si j'ai l'impression que vous encouragez ces compromis, et il semble que même les gens qui votent, on ne tient pas compte de leur voix, mais parce qu'il y a déjà un deal qui s'est fait en avant, et on impose ça à la population. Non, vous affirmez, vous dites « il semble ». Mais à mon niveau, je ne peux pas répondre sur base des conditionnels, sur base des suppositions. Si vous me dites, voilà, dans tel pays, dans des circonstances précises, il y a eu un compromis pour accéder au pouvoir, nous allons, en toute liberté, vérifier la véracité de votre affirmation. Je ne vais pas vous amener dans un débat. Autrement, nous allons faire de la philosophie. Je ne vais pas vous amener dans un débat qui fait couler beaucoup d'encre et salive, parce que vous m'avez tenté, je vous y amène quand même. Il y a des jours ici, on a suivi Corneille Nangaa qui a fait ses révélations pour dire que j'étais rédacteur d'un accord. Il y a également M. John Numbi qui a également parlé d'un accord qui a fait que le président que vous êtes en train de soutenir aujourd'hui soit là où il est. Et il avait même du mal à le faire accepter aux politiques. Vous êtes un acteur politique majeur de notre pays. S'il vous plaît, si accord il y avait eu, ça veut dire que cet accord, on respecterait à la fois la Constitution et les désirata de notre population. Ça veut dire que le prétendu accord aurait dû être publié in tempore non suspecto. Dès le début, on dit, voilà, président de la République, nous avons signé un accord, et cet accord doit pouvoir s'appliquer. Nous le mettons à la disposition de notre peuple parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est un accord mafieux. Comment vous voulez qu'un accord comme ça qui viole même la volonté du peuple, qu'on puisse mettre ça à la place publique? Les gens qui volent, ils ne peuvent pas se montrer à la lumière. Mais comment voudrez-vous que les gens puissent se prévaloir de leur propre turpitude? Si vous avez signé un accord contre les intérêts du peuple, maintenant vous allez vous faire prévaloir de cet accord pour dire quoi? Que le peuple que vous avez trahi, le peuple que vous avez menti, puisse vous soutenir? Moi, je dis ceci, l'accord aurait dû être publié, mis à la disposition de la population. Et à ce moment-là, notre population allait apprécier si oui ou non il acceptait. Maintenant, nous sommes à la fin du mandat. Ce sont les personnes en cavale qui disent il y avait eu accord. Les personnes en cavale. Qui disent voilà, il y a eu accord, on n'a pas respecté l'accord. Et comment voulez-vous que nous puissions faire confiance à toutes ces déclarations? Mais ces personnes, ils sont forcés à aller en cavale, en exil, parce qu'il y a un nouveau dictateur, un nouveau Poutine, un nouveau Mobutu aujourd'hui, en RDC selon eux, qui est en train d'imposer sa dictature. L'homme qui ne respecte même pas ses signatures. Je prends John Numbi, je prends Némi Milani à l'époque, il disait « Je veux balancer l'accord, Nanga et les autres. » Mais est-ce que ça ne vous suit pas, vous? Je dis ceci. Personne un éclaireur de la République. Non, personne ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Lorsque vous vous entendez comme des larrons en foire pour pouvoir duper notre population, et plus tard vous allez dire, oui voilà, nous, on ne s'était pas convenu de cette manière-là. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de venir dire que oui, nous vous avions trahi. Bon, et si vous nous aviez trahi, quelle est la sanction pour vous aujourd'hui? Parce que vous reconnaissez que vous avez trahi notre peuple. Et quelle est votre sanction? Vous nous avez trahi hier et aujourd'hui, vous n'allez pas nous trahir. Quelle est votre sanction? Donc vous demandez indirectement à la justice d'arrêter tous ces gens-là qui pensent que... Non, les gens qui pensent... Donc c'est des candidats à la prison, des prisonniers ambulants. S'il vous plaît, les gens qui pensent qu'ils ont conclu un accord
à l'encontre des intérêts de notre population, devait se présenter comme prisonnier volontaire devant la justice. Bien sûr. Et là, nous, on leur ferait confiance. Ils devaient se présenter comme des prisonniers volontaires. Voilà, en telle année, moi, j'ai commis tel crime. Vous m'avez recherché, vous ne m'avez pas retrouvé, mais c'est moi. Je me présente, je viens m'offrir. Parce que je voudrais subir la loi de mon pays, étant donné que maintenant je me reconnais être bon citoyen, c'est que je n'étais pas au moment des accords. Professeur Évariste Bouchab, j'ai l'impression que vous vous mettez dans la peau d'un méchant qui veut punir les gens qui ont commis des forfaits, au moment que ces gens-là, ils ne veulent pas se dévoiler, ils veulent la sympathie de la population. Merci bien. Qu'il s'agisse de nos traditions africaines, qu'il s'agisse de l'état de droit, à partir du moment où vous êtes en rupture avec les règles sociétales, dans l'Afrique ancienne, dans les règles traditionnelles, pour ne pas soulever la colère des ancêtres, il y a certaines sanctions. Dans un état de droit, nous avons des lois. Lorsque vous êtes en rupture avec ces lois, vous devez mériter la rigueur de ces lois. Professeur Évariste Bouchab, je vous en prie. Je vous pose une question de curiosité, mais comme professeur de droit constitutionnel, vous pouvez également aider vos étudiants, surtout les scientifiques qui sont en train de vous suivre. Il y a les dossiers. Matata Pugno, Matata avait dit notre justice est instrumentalisée. Il semble que l'homme peut avoir raison parce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui, professeur, nous voulons bien que vous puissiez aider la République. La Cour constitutionnelle est en train de s'aimer les troubles. J'ai suivi le professeur Luzolo Bambi, j'ai suivi Bakandeja, j'ai suivi autant de professeurs qui pensent que l'arrêt Kalouba peut perdre son sens aujourd'hui. Kamouleta a les droits de juger l'ancien Premier ministre Matata Pugno. Vous, comme scientifique, est-ce qu'il y a un problème de l'interprétation? La justice, elle est humaine. Elle est rendue par les hommes. Et ces hommes ne sont pas des dieux, ne sont pas des anges. Ils peuvent se tromper sur l'interprétation de faits précis. Et il n'y a aucune cour constitutionnelle au monde qui peut dire que ces arrêts ne sont pas critiqués. Et d'ailleurs, puisque vous me posez cette question, en tant qu'enseignant du droit, les arrêts des cours constitutionnels doivent toujours être critiqués pour faire avancer la science. Quand ils sont rendus dans les normes, nous disons oui, mais on aurait pu. Mais quand ce n'est pas rendu dans les normes, où on trouve que les dispositions fondamentales qui devaient être appliquées dans un cas d'espèce sont violentées, on les souligne aussi. Mais fort malheureusement, dans notre pays, on voudrait, par les observateurs, et ceux qui commentent, les chroniqueurs des arrêts, auraient aimé qu'il y ait une pensée unique. Il ne peut pas y avoir une pensée unique en cette matière. Je voudrais d'ailleurs vous donner un cas précis. Okay. La discrimination positive était considérée aux États-Unis, qui est une création d'ailleurs de la Cour suprême des États-Unis, était considérée comme une très grande avancée. Créer une sorte d'inégalité pour rétablir l'égalité. Créer l'inégalité pour rétablir l'égalité. C'est ça la créer l'inégalité. Créer l'inégalité pour rétablir l'égalité. Okay. C'était ce que l'on a appelé la discrimination positive. Mais aujourd'hui, la Cour suprême des États-Unis, parce qu'elle est aujourd'hui à droite et déplie à gauche, estime qu'on ne peut plus accepter la discrimination
positive, parce que la discrimination positive est une forme de discrimination. On ne peut pas accepter une discrimination. Il faut qu'on applique plutôt les principes d'égalité. Vous voyez bien qu'il y a évolution. Dans la Cour suprême des États-Unis, qui est considérée comme la plus grande cour, celle qui a révolutionné même les contrôles de la constitutionnalité des lois, là-bas aussi, il y a des avancées et des reculs. Mais professeur Bouchab, là, vous nous amenez ailleurs. Restons légalistes. Je ne vous amène pas ailleurs, je suis en droit pour vous dire. Il y a une disposition constitutionnelle. Lorsque ça arrive dans ces pays, on croit que c'est une tragédie. Mais ceci arrive partout ailleurs. Professeur, il y a une disposition constitutionnelle dans notre constitution. Les arrêts de la Cour sont exécutoires. Vous, comme légaliste, professeur de droit, vous mettez ça à côté? Mais comment mettrais-je ça à côté? Parce que aujourd'hui, les constituants congolais ont créé une sorte de perfection s'agissant des arrêts de la Cour constitutionnelle. C'est comme s'ils étaient par définition parfaits, pour la simple raison qu'il est demandé à toutes les autorités de les appliquer immédiatement. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque contestation. Et ça veut dire que les justiciables n'ont même pas une autre voie pour pouvoir s'adresser. Les constituants lui-même ont voulu que ces arrêts soient parfaits, même si en réalité on trouve qu'il y a beaucoup d'imperfections. Donc l'arrêt Kalouba, cet arrêt peut être critiqué. On peut refaire les choses autrement. Il n'y a pas que l'arrêt Kalouba. L'arrêt doit s'appliquer. Et s'il s'applique, ceci ne signifie pas qu'il échapperait à la critique doctrinale. Parce que la raison d'être de la doctrine, c'est de critiquer les arrêts pour que les choses avancent. C'est de chercher partout où il y a des imperfections pour souligner. Et là, il y a une imperfection. Alors, professeur Bouchab, parce que vous êtes rédacteur, je précise bien, de plusieurs documents, la République démocratique du Congo, pourquoi avez-vous fait à dessein, vous avez laissé autant de vide pour que certains dignitaires puissent bénéficier de nos lois d'une manière de plomber la nation? Il n'y a pas de vide. La constitution actuelle, il y a eu un avant-projet. Cet avant-projet a été soumis au Sénat. Et après l'examen du Sénat, ça a été adopté à l'Assemblée nationale. Ce sont de responsabilités politiques. Il s'agit des organes politiques qui ont adopté cette constitution. Mais j'aimerais préciser ici qu'il n'y a aucune constitution parfaite. La constitution doit d'abord s'appliquer. Au fur et à mesure qu'elle s'applique, on peut constater des lacunes, donc de points même qui n'étaient pas importants lors de la rédaction. Et on peut constater aussi qu'il y a eu des oublis. Et on peut constater également la difficulté d'application d'une disposition précise. Et c'est pour cette raison que le constituant lui-même a laissé une ouverture. Et cette ouverture, c'est la révision. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous prenez notre constitution, mais on doit pouvoir procéder à un toilettage. Vous voyez, on dit les nouvelles provinces doivent entrer en vigueur après autant de temps. Quand la Cour constitutionnelle aura été mise en place, avant qu'on mette la Cour constitutionnelle en place, c'est plutôt la Cour suprême de justice qui joue office de la Cour constitutionnelle. Toutes ces dispositions se trouvent encore dans la Constitution. Alors que, les nouvelles provinces sont déjà effectives et la Cour constitutionnelle elle-même, elle est déjà mise en place. Il faut procéder au toilettage, enlever toutes ces dispositions qui ne font qu'une sorte de remplissage ténébreux qui ne servent pratiquement à rien. Remplissage ténébreux. Professeur Bouchab, j'avais également suivi le professeur Kabissa qui avait dit l'actuelle constitution, elle est dangereuse. L'article 217, vous êtes politique, homme de droit. Est-ce vrai cet article est dangereux? Pas du tout. Pas du tout. Je dis bien, lorsque l'on laisse l'ouverture
pour dire, dans l'intérêt de notre population, dans l'intérêt de favoriser l'unité africaine, la République démocratique du Congo peut abandonner une partie de sa souveraineté. En quoi résiste le danger? Je voudrais dire ceci. L'avenir de l'humanité se trouve dans les grands ensembles. Et d'ailleurs, les journalistes, Henry Morton Stanley, parlait du Congo interocéanique. Du Congo? Interocéanique. Le Congo qui quitterait Boma jusqu'à Zanzibar. Et donc, c'était une vision d'un Congo grand. Et aujourd'hui, quels que soient nos problèmes, nous ne pouvons pas oublier cette vision. Il faut des grands ensembles pour accélérer le développement de l'Afrique. Et il n'y a pas longtemps, je lisais encore les livres du sénateur Didier Moumengi lui parle des États du bassin du Congo. Que ces États devaient se réunir. Les États qui ont en commun les bassins du Congo devaient se réunir pour constituer une force face à la problématique de l'environnement, face à la problématique du climat. Aujourd'hui, ces États devaient faire bloc, puisqu'ils deviennent les poumons de l'humanité. S'ils ne font pas bloc, on ne fera rien en matière de développement en ce qui concerne ces États. Dès le départ, je vous ai parlé de Cheikh Anta Diop. L'Afrique doit pouvoir se réunir. Je vous ai parlé également de Théophile Obenga. Et moi, je suis partisan dans ce qu'ils avancent. L'Afrique doit pouvoir se réunir pour constituer une force face à toutes les puissances prédatrices qui considèrent que l'Afrique est colonisable à souhait. Voilà, l'unité de l'Afrique est souhaitée par plus d'un, mais aujourd'hui vous êtes dans l'union sacrée, donc vous êtes au pouvoir, mais il y a quand même les opposants qui pensent que du fait que la RDC avait accepté de signer avec l'EAC, c'était une mauvaise chose, mais de l'autre côté, vous le pouvoir, vous pensez que c'était une bonne chose pour que nous puissions mettre fin au problème du M23. Stratégiquement, c'était une erreur? Je dis ceci, tout est évolutif. À partir du moment où l'EAC présentait pour la République démocratique du Congo une garantie, même si en réalité il s'est avéré que la République s'est fourvoyée, mais au moment où cet accord avait été signé, c'était une solution. C'était une garantie. Mais une garantie, à partir du moment où elle n'est plus effective, ce n'est plus une garantie. Et c'est ce que nous avons constaté avec l'évolution, et que derrière cette garantie, il y avait une sorte de duperie, comme l'avait dénoncé le président de la République lui-même. Alors, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire « Oui, mais au moment où vous aviez signé, comment vous ne vous êtes pas rendu compte que c'était une duperie ?» Non. Toutes les conditions... C'est comme si la RDC avait envoyé ses faibles là-bas pour ne pas voir le piège qui était dans l'accord. Et aujourd'hui, on cherche à se rétracter, mais c'est en retard. Hein? Tout accord. Un État, dans tout accord, un État peut toujours, lorsqu'il ne trouve plus ses intérêts, se rétracter, se retirer. Mais c'est la menace qui avait été faite par le président de la République. À la ligne où vont les choses, nous ne pouvons plus accepter. Et voilà, on ne peut pas dire que mais au moment où vous aviez signé, mais dans chaque contrat, même dans les contrats entre individus, il peut y avoir des vices cachés. Et lorsque vous découvrez plus tard ces vices cachés, vous dites non, vous ne m'aviez pas dit ceci, cela. Si j'avais été mis au courant au moment de la signature, je n'aurais pas pu signer parce qu'il y avait des vices cachés. Président Évariste Boshab, avant de parler du processus électoral, je voulais que nous puissions vider un peu
ces chapitres, il y a ceux qui condamnent le chef de l'État, qui pensent que le chef a raté l'occasion au 78e sommet des Nations Unies, quand le chef a dit « je ne veux pas permettre encore une négociation avec le M23, avec le groupe des rebelles, ainsi de suite ». Est-ce un chef peut rester ferme comme ça au moment que la RDC n'est pas si forte pour faire la guerre à ce qui nous dérange? À partir du moment où le président de la République se rend compte qu'en réalité, il est face à un serpent des mers. Vous dites Un serpent des mers qui prend plusieurs formes. Mais il peut garder sa propre position parce que aujourd'hui, on dit c'est tel groupe. Et après-demain, le même groupe se transforme ou éclate en d'autres groupes. On va aller de négociation à négociation jusqu'à quand? À un certain moment, il faut arrêter pour dire cette fois-ci, nous avons fait beaucoup de concessions, nous nous arrêtons là, puisque c'est ce qu'exige l'intérêt de la République. Une question directe. Je vous en prie. Professeur Bouchard, je vous regarde en face. Et je vous regarde dans vos yeux. Professeur, vous étiez dans les secrets d'État. Est-ce qu'on avait mis fin à la question du M23 sous le régime Kabila? J'étais dans les secrets d'État. Je ne sais pas ce que vous appelez le secret d'État. D'abord, je n'étais pas militaire. Okay. Ça, c'est la première chose. Et donc, les négociations militaires, je ne vois pas comment un civil y prendrait part. Je n'étais pas militaire. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je n'étais pas le responsable des services des renseignements pour pouvoir prendre part à toutes ces négociations. Et donc, lorsque vous me posez la question de savoir est-ce qu'on avait mis fin, moi, je donne ma langue au chat. Je dis qu'il y avait des accords. A-t-on intégralement appliqué ces accords? Bon, ben, je n'étais concerné ni de près ni de loin, je n'étais pas ministre des Affaires étrangères, je n'étais pas un homme de l'armée, ni des services de renseignement. APJ au peuple DJG, le professeur a répondu avec sagesse. Alors, professeur Évariste Bouchard, avant que nous puissions parler du processus électoral, parce que vous êtes autorité morale d'un grand parti politique AAC, Alliance pour les actions citoyennes, on va en parler. Je ne sais pas si votre parti peut faire le poids, mais du moins, on va toucher ça. Mais j'ai suivi l'actualité. Il y a un professeur, un philosophe, hein, un professeur qui a écrit un livre avec la théorie bouchabonienne. Oui. Je me pose la question, c'est réellement votre théorie? Est-ce que le professeur s'est trompé de la personne? Ou réellement c'était vous? C'est votre théorie? Lorsqu'un penseur analyse les écrits, la pensée d'un chercheur, j'en suis un chercheur, et arrive à la conclusion que véritablement ces chercheurs a pu construire une théorie et les démontre. Vous auriez aimé que je dise que ce n'est pas ma pensée parce qu'il part de mes écrits pour arriver à sa propre conclusion. Véritablement, l'idée maîtresse ici, pour moi, c'est que l'État doit se faire désirer des populations. Il faudrait que nos populations sentent le besoin de voir l'État qui est représenté par son administration être là. Et ça veut dire l'État doit pouvoir présenter la sécurité pour que la population puisse désirer l'État. C'est ça l'idée que je suis en train de défendre et c'est ça l'idée qu'il a pu ressortir que pour Bouchab, l'État doit se faire désirer. Ceci signifie simplement que
Les autorités politiques doivent prendre un comportement tel que notre population, tel que la population puisse être la première à défendre la présence de l'État. Or, aujourd'hui, je l'ai dit, lorsque dans un village reculé, que vous alliez à Faradje, à Bomongo, Kambov, où vous êtes chez moi à Mweka, lorsque le chef du village apprend que les policiers sont arrivés, il se sent en insécurité parce que les petites chèvres, les poules, et tout ça va partir et sans savoir pourquoi. Et comment voulez-vous que dans ces conditions, l'État se fasse désirer? Mais si nous arrivons à un niveau où quand on apprend qu'un agent de l'administration est arrivé, la population s'est dit, tant mieux, maintenant, nous avons le problème d'assainissement de telles sources, nous avons le problème de telle route et de cette agricole, comme l'agent de l'administration est arrivé, et nous avons un problème d'adduction d'eau, comme l'agent de l'administration est arrivé, nos problèmes vont être résolus. Ils sont contents d'aller rencontrer cet agent, de discuter avec lui, parce qu'ils savent qu'en définitive, il y aura des solutions. À partir de ce moment-là, l'État se fait désirer. À partir de ce moment-là, chaque citoyen va défendre le pays comme la prunelle de ses propres yeux. Telle est ma conviction. Il s'appelle professeur Fossio Kipambala. Mais professeur Bouchab, j'ai lu ses livres. Le philosophe Fossio Kipambala, il dit que vous êtes les plus grands de tous les professeurs dans ce secteur de droit. Bon, moi je me suis dit, peut-être qu'il a pris des risques. J'aimerais bien vous poser cette question. Il m'a dit, il a écrit, il a lu tout le monde. S'il vous plaît. Il était séduit par vos écrits. Est-ce que vous pensez que vous êtes les grands ou il s'est trompé? Je n'ai pas cette prétention. Et je n'ai jamais dit que je suis grand. Je dis simplement que je sais de faire ce que je dois faire dans mon secteur comme enseignant. Mais ceci ne signifie pas, parce que l'homme ne peut pas s'apprécier lui-même, parce que vous voulez me demander de donner mon appréciation de moi-même, d'être moi-même mon propre juge. Peut-être qu'il vous a mis dans un risque terrible. S'il vous plaît. Le risque, si risque il y a, c'est lui qui le prend. Okay. Ce n'est pas moi qui prends. Et d'ailleurs, je dois ici l'affirmer avec force, que le professeur Kipambala, tous les temps où il a écrit son livre, non seulement qu'il ne m'avait jamais rencontré, non seulement que je ne le connaissais pas, mais il n'a même pas demandé l'interview, qu'on puisse ne fût-ce qu'échanger, qu'il me dise telles sont ses idées, est-ce que je les approuve ou je les désapprouve. Il n'y a jamais eu cet entretien-là. Et donc, sur le plan scientifique, il a pris ses propres responsabilités en démontrant ce qu'il affirme. Je crois que c'est ça que l'on nous demande dans ce que nous faisons. Il ne peut pas y avoir d'affirmation gratuite. Il démontre ce qu'il affirme. S'il dit que Bouchab est grand, ça ne l'engage que lui-même. La théorie bouchabonienne. Alors, une question directe. Je vous en prie. Parce que, avant de parler du processus électoral, ça vous fait quoi quand d'autres professeurs vous critiquent, mais seulement en parole, et n'arrivent pas à vous rencontrer sur base des écrits? Ils sont faibles, c'est des peureux, ou soit ils aiment plus les sensationnels? Je ne pourrais pas qualifier mes collègues, car le débat scientifique, on ne le fait pas devant une chaîne de télévision. Nous avons notre propre déontologie, nous avons nos règles. Si l'on n'est pas d'accord avec un collègue, à partir du moment où il a écrit un livre, on écrit un autre qui contredit point sur point ce qu'il a écrit, et pouvoir démontrer les faiblesses de ses affirmations. Et donc, je m'interdis ici de pouvoir parler d'un quelconque collègue parce que je dois respecter la déontologie qui me régit. Un débat scientifique,
ce n'est pas devant la télévision. Même si de temps en temps, devant les chaînes de télévision, il y a des émissions de vulgarisation. Mais je ne peux pas me permettre de venir dire ici que ceux qui me critiquent, c'est leur droit. Est-ce qu'ils ont déjà écrit un livre que vous avez aussi acheté pour lire Mais c'est vous qui me posez la question de savoir... Parce qu'il semble non jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais écrit. Ils sont non. Moi, je ne m'engage pas dans ce débat-là. Je ne m'engage pas là-dessus. Si vous savez qu'ils ont écrit ou qu'ils n'ont pas écrit, cela ne vous engage que vous. Et moi, je ne voudrais pas répondre. Merci. Mais, cher professeur, si vous critiquez un scientifique, le mieux, c'est d'écrire. Nous, les journalistes, on a aussi besoin de vous lire, voir ce que vous relevez et si réellement ça rencontre ce que le professeur avait dit. Il faut laisser les débats du sensationnel, parce que nous, les journalistes, on a besoin d'être aussi nourris par les écritures. Alors, professeur Bouchab, parlons politique parce que c'est important. Nous sommes au moment des élections et les gens déposent leur candidature. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas, votre parti politique, vous avez aussi aligné les députés? Ou soit c'est un parti mallette juste créé aux besoins de la cause pour accompagner le chef de l'État? La raison d'être d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir politique. Okay. Conquérir le pouvoir politique signifie participer à la prise de la décision politique. Et dans le système qui est le nôtre, le Parlement est un lieu très important où non seulement se déroule le débat politique, mais où l'on prend également des décisions qui engagent l'avenir de la nation. Nous avons présenté des candidats, non seulement de notre parti politique, mais puisque nous sommes dans un regroupement politique, il y avait répartition. Un parti politique ne pouvait pas dépasser un nombre précis de candidats pour ne pas préjudicer les autres. Et nous sommes partis sur la base égalitaire en respectant chaque membre du regroupement. Ça a été fait, le moment venu. Vous verrez si les candidats que nous avons alignés, à la fois dans notre parti et dans notre regroupement, vous verrez si ces candidats sont les meilleurs. Ça veut dire si ils ont la faveur de la population, sinon la préférence de notre population. Pour l'instant, il serait prématuré de nous prononcer parce que la population est libre de choisir qui elle veut et même de choisir des mauvais candidats. Et donc, pour l'instant, il faut laisser à notre population sa liberté de choisir. Alors, professeur Bouchab, ouais. Vous êtes le politicien du premier rang. Pourquoi vous avez jeté votre dévolu à l'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a convaincu en lui? Vous savez, la décision politique, souvent il ne faut pas demander le pourquoi. Il peut s'agir d'un rêve partagé, il peut s'agir d'une injustice, il peut s'agir des blessures accumulées et il peut s'agir aussi des souvenirs communs. Et donc, la décision politique, elle a plusieurs motivations. Et on commet l'erreur de dire, de demander souvent, mais quelle est la raison d'être? Non, c'est la combinaison de plusieurs raisons. La combinaison de plusieurs raisons. Ouais. Je vous regarde encore en face. Vous n'êtes pas obligé à répondre à cette question, mais le peuple peut trancher. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Parce que cette question, ce n'est pas ma question. C'est une question d'ailleurs, mais je vous la pose quand même, parce que l'opinion a besoin d'avoir des réponses. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu chez Kabila, que vous voulez avoir chez Tshisekedi? Il semble que votre créateur, Joseph Kabila, vous avez tout donné, et aujourd'hui, vous ne voulez plus de lui, vous l'avez abandonné, il est resté dans la résistance seul. D'abord,
En termes politiques, il faut laisser le mot créateur à Dieu. Parce que lui seul crée. En matière politique, vous ne pouvez pas dire votre créateur. J'ai parlé de Joseph Kabila. Non. Je dis que seul Dieu est créateur. Et me poser la question, qu'est-ce que je n'ai pas eu et que j'aurai demain? Ma conviction, en tant que citoyen congolais, c'est d'apporter ma petite contribution là où je peux. Ma conviction n'est pas d'avoir quoi que ce soit. Parce que si on fait la politique en termes d'avoir, quand vous n'aurez plus rien, est-ce que vous ferez toujours la politique? Donc moi, je suis entré en politique pour amener ma petite contribution. Et je sens que j'ai encore la force nécessaire d'apporter ma petite contribution, une très petite, dans le fonctionnement de notre maison commune qui est cet État congolais. Professeur Bouchab, le chef de l'État, quand il a déposé sa candidature, il a parlé, il s'est adressé à l'opinion, mais ça a créé autant de tensions. Quand vous avez suivi les chefs, pensez-vous que ces discours qu'il avait tenus devant la presse, c'était un discours réel? Parce qu'il est attaqué par les opposants. Je voudrais simplement vous dire ceci. Pendant la période préélectorale, pendant la période de la campagne électorale et même pendant la période de proclamation des résultats, tout ce que le chef de l'État dira ne peut que faire l'objet d'un débat. Pourquoi? Il y a des gens qui sont pour par définition. Il y a des gens qui sont contre aussi par définition. Ce qui signifie que quels que soient les discours qu'il tiendrait, avec les pincettes, on va essayer de relever que dans cette eau, on voit les œufs de mouche. Mais est-ce que les œufs de mouche, on peut les voir à l'œil nu? Fort malheureusement, c'est ce qui se fait maintenant. On essaye d'enlever dans l'eau les œufs de mouche. Mais on ne sait pas les voir à l'œil nu. Et donc, cette période, c'est une période de turbulence. Quelle que soit la bonne foi du chef de l'État, tout ce qu'il dira sera interprété en fonction du locuteur. Est-ce qu'il partage les mêmes idées que le chef de l'État? Est-ce qu'il ne partage pas ces mêmes idées? Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et moi, ceci, je ne le trouve pas outrageant comme les autres le penseraient, mais je me dis, c'est de bonne guerre, c'est pendant la période préélectorale, tout ce que l'on dit ne peut pas faire l'unanimité. Quand notre prix Nobel fait une vidéo en disant qu'il n'est pas les candidats des étrangers, quand les autres pensent que les chefs de l'État ne peuvent pas humilier les opposants comme ça, pensez-vous que les gens qui ont déposé la candidature, il y a aussi les candidats des étrangers? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Chacun... Votre lecture comme s'il vous plaît, un politicien... Chacun a déposé son dossier. La plénière de la CENI va pouvoir se réunir pour dire si chacun remplit les conditions exigées par la loi. À partir de cet instant-là, la plénière de la CENI prendra une décision. Si cette décision ne plaît pas à nos différents candidats qui seraient concernés, ils iraient devant la Cour constitutionnelle. Et seule la Cour constitutionnelle a la compétence de dire si tel ou tel candidat est congolais ou ne l'est pas. Parce que c'est ça la question que vous me posez. Et donc, moi, je n'ai pas cette compétence-là. Il faut laisser cette compétence à la Cour. Fort malheureusement, et vous et vos confrères, vous substituez à la Cour. Non, il faut laisser à chaque institution exercer ses propres compétences. Merci, professeur Évariste Bouchab. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire à la population que vous n'avez pas dit? Non, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées.
Je voudrais demander à mes compatriotes d'avoir la confiance en l'avenir. Nous sommes une grande nation. Nous devons nous organiser davantage pour que la situation économique de notre pays puisse véritablement changer, que nous puissions avoir des infrastructures dignes d'un pays moderne. Chacun y trouvera son intérêt. Je vous remercie. Merci. Professeur Évariste Bochab, un vrai scientifique de notre pays. Il a écrit pour l'Afrique, pour le Congo et pour le monde. Alors, un conseil, cette émission est interdite aux cardiaques. Si vous n'êtes pas si fort, il ne faut pas suivre cette émission. Mais si vous aimez la nation, vous pouvez suivre car il y a de la bonne nourriture dans cette émission. Merci à vous. Restez fidèles à notre chaîne, la chaîne de la maman nationale. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, M. Lazik, les réalisateurs, et M. Moussengo et M. Ezekiel qui étaient là. Et merci à la grande équipe du professeur Évariste Bochab qui est ici avec nous. Au revoir. Au revoir.